5 conseils pour trouver l'amour. Bonjour à vous, ici Stéphanie. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans cette vidéo, je vais vous aider à travers 5 conseils à trouver le grand amour. Parce que si vous êtes célibataire et que vous voulez trouver le grand amour et que vous galérez, c'est qu'il y a certaines choses que vous devez absolument comprendre. Dans cette vidéo, on va pas parler de 5 conseils du style « dis ceci », habille-toi comme cela ou fais ces gestes-là, parce que ça n'a absolument aucun sens. On va au contraire aller voir exactement qu'est-ce qui bloque à l'intérieur, c'est-à-dire la cause racine qu'il y a pour vous permettre justement de débloquer le truc qu'il y a à débloquer pour vous permettre de trouver le grand amour. Premier conseil. Ce premier conseil, je le démarre par une question. Qu'est-ce que vous allez vivre une fois que vous allez être en couple que vous ne vivez pas déjà maintenant? C'est-à-dire si vous voulez être en couple et que vous êtes célibataire aujourd'hui, c'est que le fait d'être en couple, quand vous vous projetez sur le fait d'être en couple, vous vous projetez en train de vivre quelque chose, en train d'avoir quelque chose que vous n'avez pas aujourd'hui. Exemple, je suis célibataire et je cherche à être en couple. Je veux être en couple parce qu'une fois en couple, je me sentirai plus en sécurité. Ou alors je cherche à être en couple parce qu'une fois en couple, j'aurai plus d'intimité, je partagerai plus de tendresse avec quelqu'un que ce que j'ai dans ma vie actuellement. Donc ça, c'est la première question qui est très importante à vous poser. Pourquoi vous voulez être en couple? Pourquoi? Quelle est la raison sous-jacente? Est-ce que la raison sous-jacente, c'est parce que à chaque fois que vous allez voir vos parents, ils vous rappellent que vous êtes célibataire et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous? Est-ce que c'est parce que tous vos amis sont casés et donc quand vous évoluez dans votre cercle d'amis, quand vous vivez votre vie simplement, vous avez constamment l'impression que vous avez échoué, constamment l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque chez vous, qu'il y a quelque chose qui déconne chez vous, et dans ce cas, il faut réparer cette chose-là. Quelle est la raison pour laquelle vous voulez être en couple? Donc mon conseil est le suivant. Vous devez mettre en place aujourd'hui maintenant, dans votre vie, telle qu'elle est aujourd'hui maintenant, ce que vous voulez y voir dans le couple, ce que vous cherchez à obtenir à travers le couple. Si ce que vous cherchez à obtenir à travers le couple, c'est par exemple plus de tendresse, plus de proximité avec quelqu'un, c'est pas forcément dans votre couple que vous pouvez mettre ça en place. En tout cas, ce que je vais dire, c'est pas forcément dans votre couple que vous allez récolter 100% de cette tendresse et de cette proximité. Certainement, dans votre vie, si vous vous dites c'est mon couple, le prochain couple qui va m'apporter ça, peut-être qu'en fait vous avez tendance à pas être très proche de votre famille, vous avez tendance à pas être très proche de vos amis, vous avez tendance à mettre des barrières et à mettre de la distance avec les collègues, bref. Peut-être que déjà dans votre vie, vous pouvez obtenir une bonne partie de ce que vous cherchez à travers le couple. Votre rôle, c'est de mettre ça en place. Pourquoi? Parce que je rappelle ce principe clé, ce n'est pas votre couple qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Si c'est votre couple qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin, vous êtes mal barré. Parce que ça veut dire que dans votre vie, il n'y a plus qu'un seul pilier qui est le couple et qui maintient le toit. Vous savez, le toit de votre vie, c'est-à-dire tout va bien. Si ce pilier se fissure pour X raisons, parce que pas forcément que votre partenaire va voir ailleurs, mais peut-être simplement que votre partenaire a une mauvaise nouvelle, un deuil par exemple, et que votre partenaire n'est plus en capacité de pouvoir vous donner ce que vous désirez. Et à ce moment-là, quand le seul pilier qui maintient votre vie en équilibre s'écroule, votre vie s'écroule. Votre objectif, c'est d'aller chercher à obtenir ce que vous voulez obtenir dans votre vie à travers différentes choses, différents domaines de votre vie, à travers les amis, à travers votre famille, à travers votre job, à travers les collègues de travail, à travers un sport, à travers un loisir, à travers la gestion de votre temps et comment vous gérez le matin, le soir quand vous rentrez chez vous, comment vous gérez les midis, etc., etc. C'est à travers tout ça, dont aussi le couple, mais le couple n'est qu'un pilier parmi tout ça. Et c'est à travers tout ça que vous devez chercher à obtenir ce que vous voulez obtenir maintenant. Mais pourquoi vous voulez un couple? Quand vous avez la réponse à cette question, vous avez fait le premier vrai pas pour obtenir, pour aller conquérir la femme idéale, l'homme idéal, pour attirer le bon partenaire dans votre vie. Deuxième conseil. Le deuxième conseil, je le commence aussi par une question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, de vos relations précédentes, vous êtes toujours en train de vous trimballer sur le dos et que vous allez amener dans votre prochaine relation? Parce qu'on va pas se mentir, si vous êtes célibataire,
C'est parce qu'il y a certainement des choses douloureuses que vous avez vécues par le passé, et ça comme toute personne humaine au passage, parce que les relations amoureuses et les relations de couple, ce sont vraiment les endroits où on peut souffrir à fond. Alors là, c'est vraiment les endroits où il y a la possibilité d'avoir le maximum de douleur. Et c'est aussi la possibilité où il y a le maximum de bonheur. Mais qui dit bonheur, dit également opportunité de douleur. Et donc, vous avez vécu certainement une grosse douleur par le passé. Non, le truc, c'est quoi ce truc-là de votre passé que vous êtes toujours en train de trimballer avec vous et que vous cherchez à mettre dans la prochaine relation? Je vais vous donner un exemple. Si vous avez vécu 2 relations et que vous avez été trahi par votre compagne ou par votre compagnon, vous avez été trahi parce qu'elle est partie voir ailleurs, parce qu'elle a eu une relation avec quelqu'un d'autre ou parce qu'il a eu une relation avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe? Inconsciemment, vous allez dire toutes les femmes sont les mêmes. Même si vous savez consciemment que c'est pas tout à fait vrai. Mais inconsciemment, vous croyez que toutes les femmes sont comme ça, ou en tout cas, que la prochaine va également vous trahir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous amenez votre package avec vous, là, le gros fardeau, et vous l'amenez. Et à chaque fois que vous croisez une femme, il y a comme un grand signal lumineux au-dessus de votre front qui dit « Tu vas me trahir !» Et la femme en face de vous, elle ressent ce genre de choses. Ça se sent. C'est-à-dire, vous arrivez dans une relation où vous êtes déjà en posture de défense. Parce que vous avez souffert par le passé et vous dites « Toi, ma cocotte, t'as intérêt à pas me faire la même chose. Toi, t'as intérêt à être différente. » Sous-entendu, tu as intérêt à être différente, sous-entendu, potentiellement tu es la même que toutes les autres qui m'ont fait chier par le passé. Tu es la même que celles qui m'ont fait souffrir. Et donc, je me mets en posture de défense. Et qu'est-ce qui se passe quand on se met en posture de défense? Posture de défense, c'est comme si on levait le bouclier. D'accord? On a tous dans la vie un bouclier et une arme, une épée. Métaphoriquement parlant, évidemment. Et c'est comme si vous leviez le bouclier. Vous savez, si vous êtes en face de quelqu'un qui lève le bouclier, quelle est votre première réaction? La première, toute première, mouvement de recul, parce que vous y attendez pas. La personne lève son bouclier et vous étiez là en train d'ouvrir votre cœur. Et la personne en face lève son bouclier et vous dites « Oh, il va y avoir une attaque ou quoi ?» Et quelle est la deuxième réaction que vous avez? Vous sortez l'épée. Pourquoi? L'attaque est la meilleure défense. Parce que c'est très humain. Quand on se dit « l'autre va attaquer », l'autre risque d'attaquer. La seule manière de ne pas attaquer, c'est d'avoir une foi, une confiance absolue en l'autre. Le problème, c'est que quand vous commencez juste à connaître la personne, ou à peine à la connaître parce que vous venez juste de la rencontrer, à ce moment-là, la confiance n'est pas encore établie. Donc ça veut dire que vous vous ramenez avec un grand panneau « Attention, attention, ne sois pas comme toutes les autres. Je ne tolérerai pas une femme qui me fasse vivre ce que j'ai vécu par le passé. » Ouais, le problème, c'est que vous êtes déjà en train de monter, en train d'avoir le bouclier en posture de défense en face de vous. Soit elle va avoir le mouvement de recul et elle va juste partir en disant « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Elle va partir. Ou soit elle va vous attaquer. Mais vous serez responsable de ça. Vous aurez donc juste votre preuve. La preuve que vous vouliez. Parce qu'inconsciemment, la preuve que vous vouliez, c'est « Toutes les femmes sont les mêmes !» Ou pas forcément toutes les femmes sont les mêmes, mais en tout cas, les femmes que j'attire sont toutes les mêmes. La prochaine, elle a intérêt à être différente. La prochaine a intérêt à être différente. Toutes les femmes sont différentes. Quand on dit la prochaine a intérêt à être différente, c'est sous-entendu, elle va réagir de la même manière. Elle a intérêt à faire un effort pour réagir différemment. Donc, mon deuxième conseil est celui-ci. Ce que vous avez vécu par le passé, les sentiments, les émotions, la douleur que vous avez vécu par le passé, ça vous appartient. Personne ne contrôle vos émotions. S'il y a bien une chose qui vous appartient, c'est vos émotions. Vos pensées également, vos émotions et puis vos actions. C'est-à-dire si j'ai envie de bouger le bras à droite, eh bien je bouge le bras à droite. Et puis si on me restreint et qu'on m'empêche de bouger le bras à droite, j'ai quand même un mouvement des muscles, c'est-à-dire j'ai quand même une décision où mes muscles à l'intérieur bougent même si le mouvement ne va pas jusqu'au bout. Mais bref, vos pensées, vos émotions et vos actions, c'est à vous. Personne ne vous oblige. Donc ce que vous avez vécu par le passé, personne ne vous a obligé à vivre cette douleur. L'autre ne vous a pas fait souffrir, vous avez souffert, ce qui est complètement différent. Quand vous prenez conscience de ça, qu'est-ce que ça change? Eh bien vous allez dans les prochaines relations en vous disant « je suis responsable de mes émotions ». Donc quel que soit ce que fait la personne en face de moi, eh bien que moi qui décide ce que je veux réellement vivre, ressentir.
Et puisqu'il n'y a que moi qui décide, la personne en face peut faire ce qu'elle veut. Puisque je suis responsable de mes émotions, ce n'est pas la personne d'en face qui me fait souffrir, c'est moi qui décide de souffrir. Je décide de souffrir. Ce qui est complètement différent. Donc soit on est dans une posture de victime, et quand on est dans une posture de victime, eh ben on s'attend à ce que la personne en face nous attaque, donc soit le bourreau, ou soit on est dans une posture de responsable. Je suis responsable des émotions que j'ai, et comme je suis responsable, personne ne peut me faire quelque chose. Personne ne peut me faire quelque chose, personne ne peut me blesser. Personne. Si j'ai envie d'être blessée, de me sentir blessée, il n'y a que moi qui décide. Troisième conseil, je viens démonter un conseil et un concept. Un concept qui est très connu, qui est faire sa liste de critères, c'est-à-dire moi plus tard, la femme idéale, je voudrais qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça marche aussi avec l'homme idéal. Je voudrais qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à 50 critères, hein, au moins minimum. Bon, il y a une chose à savoir, c'est qu'il y a deux types de critères. Le premier type de critères, ce sont les critères physiques, sur l'apparence. Je voudrais qu'elle ait les cheveux châtains. Je voudrais qu'elle soit grande. Je voudrais qu'elle soit mince. Je voudrais qu'elle ait des rondeurs, etc. Donc ça, c'est les apparences. Et il y a un deuxième type de critère, qui est l'énergie. C'est-à-dire ce que la personne dégage, sa personnalité. Et ça, eh bien, je peux vous dire qu'on ne peut pas fixer de critères. Parce que qu'est-ce qui définit quand une personne est réellement généreuse ou pas? Qu'est-ce qui définit la générosité? Qu'est-ce qui définit la générosité? C'est quoi? C'est la quantité d'argent qu'on donne? C'est la quantité de temps qu'on donne? Est-ce que finalement c'est pas la quantité de temps, mais c'est la qualité du temps qu'on donne? Donc est-ce que finalement donner 2 heures, est-ce que c'est plus généreux que donner 5 minutes, mais d'une qualité extrême? On ne peut pas définir ce genre de choses. Donc si vous avez des critères physiques, et pas ok, dans ce cas ça veut dire que vous cherchez une image, pas une personne, mais une image. Si vous assumez ça, c'est ok. Et si vous avez des critères sur la personnalité, eh bien, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que si vous cherchez une personne généreuse, vous ne pouvez pas avoir la preuve, en fait. Cette preuve-là n'existe pas. Si vous voulez voir que la personne est généreuse, vous allez vous-même trouver des preuves. Si vous voulez voir que la personne en face de vous n'est pas généreuse, vous allez vous-même trouver des preuves. Exemple, la personne prend un café avec vous et la personne n'utilise pas le sucre. Vous savez, prend le café mais elle laisse le sucre à côté. Si vous voulez la voir comme étant une personne généreuse, vous allez vous dire « Ah, ok, donc elle n'a pas besoin du sucre, parce qu'elle n'a pas envie, mais elle ne va pas non plus jeter le sachet, ou elle ne va pas bousiller le sachet, ou elle ne va pas laisser du café sur le sachet, elle va juste le mettre de côté pour que quelqu'un d'autre l'utilise. » Là, vous avez votre preuve. Maintenant, si vous voulez voir qu'elle n'est pas généreuse, vous pouvez utiliser la même scène pour avoir la preuve inverse. C'est-à-dire, elle n'utilise même pas son sucre. Elle est vraiment pas généreuse, elle est vraiment pas, je veux dire, elle veut du sucre, elle va même économiser le sucre. C'est juste la même situation, avec juste 2 résultats et 2 conclusions différentes. Et ça, c'est ce qui nous arrive tout le temps, à chaque instant. Puisque ce n'est pas la réalité qu'on regarde, mais c'est notre réalité. Ce qui est complètement différent. Ce n'est pas une réalité extérieure qu'on voit, c'est juste notre réalité à nous, en fonction de ce qu'on veut y voir. Donc ça veut dire pas de critères, pas de liste de critères, à moins que vous cherchiez une image, dans ce cas une liste physique. Et dans ce cas, juste accepter le fait que vous cherchez une image. Maintenant, si vous ne cherchez pas une image, mais que vous cherchez quelqu'un pour ce que la personne dégage, eh bien, on peut appeler ça de l'énergie, on peut appeler ça du charme, on peut appeler ça ce que la personne dégage réellement. Et ça, vous pouvez faire une liste de critères longue comme un bras, ça ne fonctionnera jamais. Il n'y a que quand vous allez être en face de la personne que vous allez sentir ce truc-là. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'une personne dégage. Ça se sent. Soit ça match, soit ça matche pas, soit ça matche un peu, mais on sent ce genre de choses. Donc juste, ce 3e conseil est là pour vous dire, laissez tomber votre liste de critères. Fiez-vous à ce que vous ressentez quand vous êtes en face de quelqu'un. Et ça va vous donner une indication très claire et très nette sur est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que cette personne, vous devriez justement l'inviter à aller boire un café ou pas? Le 4e conseil est tenter votre chance. Tentez votre chance, c'est-à-dire quand à un moment donné, vous ne savez pas, allez-y quand même. Quand à un moment donné, vous vous dites « Oh,
peut-être que ce soir je resterai plutôt chez moi. Parce que j'ai rencontré quelqu'un, mais c'est vite fait, mais je sais pas trop, j'ai pas trop envie, et puis je le sens pas trop, et cette personne-là je la sens pas. En même temps je m'attendais à une personne différente, et puis je l'ai rencontrée, j'étais déçue. Ou alors, quand vous dites ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe? Ou quand vous vous dites, j'ai rencontré quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas encore terminé avec son passé, ou qu'elle n'est pas encore complètement partante et vaillante pour une relation. Vous avez oublié la chose principale du couple, qui est qu'un couple, c'est la réunion de deux personnes qui sont incomplètes. C'est pas deux personnes qui vont se compléter ensemble, c'est juste deux personnes qui sont incomplètes. Le couple, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est pas je suis célibataire, je suis en couple. Alors oui, c'est un statut extérieur, mais en fait, quand on est à l'intérieur du couple, le couple c'est quelque chose qu'on construit avec le temps. D'où cette notion, il n'y a pas de je suis célibataire, je suis en couple. Le couple, c'est quelque chose qui se construit. Le problème, c'est que quand on cherche quelqu'un et qu'on a une image en se disant le couple, ça doit super bien se passer, ou ça doit être fluide dès le début, ce genre de choses, ok, ça peut donner des indices sur le niveau de fluidité, est-ce que c'est plutôt facile avec la personne ou plutôt difficile, mais vous oubliez la chose principale. C'est que si tout au début, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est pas hyper facile ou c'est pas hyper fluide, vous avez oublié que vous étiez juste deux personnes qui étaient incomplètes. En tant que personne, on cherche à se compléter. Et on va chercher à se compléter à travers notre job, à travers nos amis, à travers nos loisirs, à travers tout plein de piliers et de domaines de sa vie, dont le couple également. Mais quand vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas complet, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir des disputes, il va y avoir des conflits, il va y avoir des choses qui vont pas aller. L'important n'est pas vraiment les choses qui vont pas aller, l'important n'est pas vraiment les disputes ou les conflits. L'important est ce que vous en faites. Est-ce que vous prenez ça pour justifier que c'est pas la bonne personne, pour passer à la suivante, parce qu'en fait vous flippez juste, vous avez juste super peur d'être en couple? Ou bien est-ce que vous prenez ça en disant ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour construire ce couple encore et encore? Un couple, c'est pas binaire, c'est pas oui, non. Oui, je suis en couple, non, je suis pas en couple. Quand on regarde dans le couple réellement, pas le statut extérieur. Quand on regarde dans le couple réellement, le couple en fait, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Et donc acceptez que dès le début, et c'est mon 4e conseil, que dès le début, quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien, il y a des choses qui vont peut-être pas, que vous allez peut-être pas aimer, des choses qui vont peut-être vous déranger chez l'autre. Et alors, il y a peut-être des ajustements. En général, au début de la relation, il y a des ajustements à faire. Pourquoi? Parce qu'un couple, ça se construit avec le temps. C'est pas étape A, pas de couple, et puis on décide de se mettre ensemble, donc bam on a un couple. Non, ça marche pas comme ça. Et enfin, 5e conseil. Sortez de votre zone de confort. Et quand je dis sortez de votre zone de confort, ça veut dire, si vous avez l'habitude de rester cloîtré chez vous, c'est sortir de chez vous. Si vous avez l'habitude de sortir, c'est faire des activités différentes ou faire des choses différentes. Pourquoi? C'est la fameuse phrase, si vous faites toujours la même chose et que vous attendez à des résultats différents, ça va poser problème, parce que ce n'est pas possible. Vous devez faire des choses différentes si vous voulez avoir des résultats différents. Le meilleur moyen pour vous, pour attirer la bonne personne, pour trouver le grand amour, ça va être de faire quelque chose que vous n'avez pas fait jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que c'est aller vous inscrire à une soirée entre personnes de votre ville ou, je sais pas, aux personnes qui adorent l'art, parce que vous aussi vous aimez l'art, et vous n'avez jamais vraiment osé y aller, parce que ça vous fait déjà sortir de votre zone de confort, eh bien allez-y! Allez-y! L'objectif n'est pas d'aller dans ce type de soirée juste pour trouver le grand amour, l'objectif est de sortir de votre zone de confort tout court. Si par exemple vous avez l'habitude de beaucoup sortir mais de pas souvent aborder les femmes, ou les hommes, si vous êtes une femme, eh bien dans ce cas, allez-y, c'est le moment de le faire. L'objectif est de sortir de votre zone de confort. Ce que vous avez toujours voulu avoir, mais que vous n'avez jamais réussi à avoir jusqu'à aujourd'hui, se trouve en dehors de votre zone de confort. Parce que si ça se trouvait dans votre zone de confort, vous l'auriez déjà eu. Donc il est temps de passer à l'action. Arrêtez de réfléchir, juste passez à l'action. Et ça, c'était mon 5e conseil et je vais terminer dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager et à vous abonner en cliquant juste en bas sur l'abonnement YouTube et puis la petite cloche pour la notification YouTube
pour recevoir une notification lorsque je vais sortir les prochaines vidéos. Sinon, vous allez les rater et ça, c'est vraiment dommage. J'ai plus qu'à vous embrasser bien fort. Prenez bien soin de vous. À tout bientôt.